Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour à toutes et à tous, Xavier Teichmann pour Respect et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean Sey. Bonjour Jean. Salut. Alors avant de te demander de te présenter, comme d'hab, la question traditionnelle, je vais juste expliquer pourquoi tu es dans cet épisode. Et là, c'est un peu à cause de la mafia, ou grâce plutôt, on va être positif quand même, grâce à la mafia StartLab. En fait, j'ai quasi l'impression de citer tout le temps les mêmes. Donc, Shaq & Kai, c'est Happy Horse Market, Yuma aussi, etc. Ils sont tous. Give Actions aussi. Voilà, je les oublie. Ça devient presque un quasi entre-soi. Je dois faire attention. J'ai l'impression que tout le monde va débarquer. mais comme généralement les personnes que je reçois qui sortent du StartLab, c'est toujours de la bonne qualité au niveau entrepreneuriat. Et ben voilà, moi ça me fait plaisir de encore une fois recevoir quelqu'un du StartLab et au fait je te reçois aussi surtout pour ton initiative et l'entreprise que tu crées qui s'appelle Lucide et qui crée des vêtements sans créer de problème, si j'ai bien compris, c'est ça ? Bien vu, c'est ça la catchphrase. Voilà, parfait, la bonne catchphrase, j'aime bien moi, créer des vêtements sans créer de problème. Du coup tu vas te présenter. Ok. Du coup, je fais partie de la fameuse mafia. D'ailleurs, dans mes recommandations pour plus tard, je sais pas si je dois citer d'autres gens du StartLab, du coup. Tu peux. J'hésite maintenant. Mais je crois que je vais installer un studio là-bas. Ouais, écoute, ils en parlent justement, je vais te glisser un mot. Parfait. Du coup, je m'appelle Jean Sey, j'ai 26 ans. Je suis fondateur du coup de cette boîte qui s'appelle Lucide. Je suis originaire du sud de la Belgique. Donc j'ai vécu 12 ans à Bruxelles parce que mes parents travaillent à Bruxelles, etc. Donc je suis quand même un bruxellaire. Mais mes parents venaient du sud de la Belgique, donc de Neuchâtel, je sais pas si tu connais. Oui, c'est bien le sud. C'est vraiment très le sud, t'es pas loin du Luxembourg. Et mes parents ont commencé du coup à travailler au Luxembourg et toute ma famille habite dans ce coin-là. Donc du coup on est retourné là quand j'avais 12 ans. Et puis j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas, mes secondaires. Et puis j'ai fait ingénieur de gestion à l'UNAMUR pendant 3 ans. Et puis 2 ans à la LSM à Louvain. Et puis j'ai refait 2 ans un autre master en développement durable à Berlin. Okay. Ce qui a du coup posé, à mon avis, les bases et les fondations de ma conscience, on va dire, environnementale et sociale. Et donc les valeurs que j'essaie de mettre dans le projet. Et sinon voilà, je suis très content d'être accueilli de cette manière ici, surtout par les 2 chiens que j'ai eu à l'entrée. Je vois que j'ai été validé directement. T'as été validé, mais yes. T'as été le premier à avoir droit aux 2 chiens. Yes, c'est un honneur en tout cas. D'ailleurs, il y en a un, c'est aussi, on parle de respect et d'actions positives, mais ça c'est mon épouse qui a repris un chien qui était dans un refuge, qui était déjà très vieux. Donc le petit que t'as vu là, le petit tout blanc, l'espèce de boule de poil, là, lui, voilà, c'est ce qu'on appelle un panier retraite. Il allait sans doute mourir là-bas, donc elle l'a adopté pour qu'il puisse terminer sa vie paisiblement. Donc, c'est chouette, dans un chouette cadre en tout cas. Voilà, donc c'est pas juste respect, c'est aussi la famille, etc. Okay. On est tous un peu dans cette optique-là. Écoute, top. Et Berlin, terrible ville. Ah, Berlin. J'ai dû convaincre, donc j'ai rencontré ma copine avec qui je vis là maintenant, qui elle est péruvienne / espagnole, mais qui a vécu beaucoup à Berlin et qui faisait les mêmes études que moi. Et j'ai dû la convaincre de me suivre à Bruxelles. Mais comment tu convaincs quelqu'un de bouger de Berlin pour aller à Bruxelles, c'est quand même très compliqué. C'est de l'amour, quoi. C'est vraiment spécial. Après, je pense qu'il y a quand même des similitudes entre Bruxelles et Berlin. Au niveau de la proposition culturelle, je pense qu'on est quand même... Bruxelles est une ville assez diversifiée, où tu as vraiment plein de choses à faire. Et aussi assez alternative sur certains coins. Donc l'adaptation n'a pas été trop compliquée. Mais après, on est arrivé en plein Covid. Ah oui, ça, elle ne connaissant personne, moi je connais un peu Bruxelles, j'ai des potes quand même dans le coin, mais voilà, donc ça a été compliqué pour elle, donc big up à toi Maria si tu m'entends. mais voilà, c'était mes Berlin, oui. 2 ans, c'est ça, 2 ans à Berlin? En fait c'était 6 mois à Berlin, puis 6 mois à Paris, puis de nouveau 1 an à Berlin. Ah oui, ok. Et moi si j'avais pu rester là-bas, je voulais évidemment lancer le projet, ne parlant pas allemand, n'étant pas allemand, n'ayant pas de contact là-bas, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est clair. Ouais. Mais si c'est à refaire, évidemment, je reste là-bas
sans souci, parce que j'adore la Belgique, évidemment. Mais Berlin, si les auditeurs n'y sont jamais allés, c'est vraiment un endroit très spécial. Quoi. Moi, j'ai été il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, quelques jours, incroyable. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette ville. Mais autant pour visiter, je pense pas que ce soit la meilleure des villes, parce que c'est pas beau. Ouais, moi je trouve qu'il y a des trucs vraiment très sympas. Ah ouais, genre plus alternatifs alors. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que visiter Paris, tu vois, Paris, tout est beau, c'est de la dentelle, c'est très précis. Mais Berlin, c'est quand même moche, c'est vieux, c'est crade. Ouais, j'aime bien, moi. Culturellement parlant, c'est bouillant. Il y a un côté prenant, il y a un côté, je trouve, historique aussi, beaucoup plus récent. Bon, alors tu as tous les trucs classiques, hein, Checkpoint Charlie, tous ces trucs-là, le mur, Est-Ouest, les reliquats, les miradors, etc., qui sont assez impressionnants. Et puis, l'Hpré, je trouve qu'il y a quelque chose de sympa et effectivement, sur certains versants, des choses effectivement très alternatives, très sympas. Ouais. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Berlin. Petit podcast sur Berlin. Ce que j'aimais bien, c'est qu'avant qu'on commence, il me dit, ouais, si je commence à digresser, cadre-moi, tu vois, voilà, à mon avis, on est pareil. Voilà, on est pareil, c'est moi qui pars en sucette. Mais explique un peu plus du coup ton initiative, ton entreprise Lucide. Ben, si tu veux, l'origine du projet, je pense qu'elle est assez profonde. Je pense qu'il y a vraiment 2 axes. Il y a le fait comment la conscience environnementale et sociale a grandi en moi. Et à mon avis, ça c'est fortement lié au fait que je vivais à la campagne à partir de mes 10-11 ans, ou 12 ans. En gros, c'était vraiment un village où il y a 500 personnes et tu es en plein milieu de la campagne. Donc je pense que tu as un rapport à la nature qui est différent quand tu vis en ville. Oui, très certainement. Oui. Bah on fait, je sais pas, tout bêtement, ça paraît très cliché, mais des cabanes dans les bois. Je suis pas sûr que toute personne ayant vécu en ville puisse dire qu'il en a fait dans sa jeunesse. Moi, j'en ai fait plein, tu vois. Donc voilà, effectivement, tu peux peut-être essayer de faire une cabane au bois de la Cambre, mais oui, mais elle va vite exploiter dans tous les cas. C'est pas la même chose. C'est ça. Mais voilà, donc il y a ça. Puis petit à petit, je pense que ça n'a pas été directement une révélation pour moi, mais au fur et à mesure des expériences, je pense que ce qui a changé le plus dans ma vie, c'est le fait d'avoir rencontré des gens. J'étais en Erasmus par exemple, et là j'ai rencontré des gens qui étaient tout bêtement végétariens, véganes. J'avais jamais vraiment fait le parallèle entre consommation de viande et impact environnemental. Et là, au début, je prenais un peu de haut en me disant c'est quoi ces mecs qui viennent encore dire ce que tu dois faire, et finalement là je me rends compte qu'ils ont largement raison. Là j'ai commencé à devenir un peu végétarien. Quand je dis un peu, c'est genre 1 jour sur 2 parce que la transition elle est quand même compliquée. Oui, j'imagine bien. J'étais un bon viandard donc voilà, mais voilà. Et donc du coup il y a aussi les documentaires. J'ai pris des claques en ayant vu les classiques Cowspiracy, Forks of a Knife, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, The True Cost, je sais pas si tu connais. Non, c'est là pas les 2 que tu as cités, je les ai vus. J'avais vu aussi pour le côté poisson Seaspiracy. Récemment. Je ne sais plus qui m'a demandé. C'était sur ce podcast quelqu'un qui m'a dit il faut absolument que tu regardes Seaspiracy. J'ai regardé. C'est Morgan, sûrement de chez Kenkai. Il est très océan. Oui, je ne sais pas si c'est Morgan. Je crois que c'est encore quelqu'un après. Mais c'était assez. Effectivement, ça impacte. Puis il y a il y a encore un autre truc sur tout ce qui est viande. Game Changer. Ouais, ça c'est plutôt les athlètes. Sport, c'est Netflix aussi. C'est ça. Non, je sais plus, mais donc c'est tout ça qui t'a influencé au fait. C'est ça, et là tu prends vraiment des claques. Et je pense que si t'es vraiment, si t'as vraiment été choqué par ce documentaire, tu peux jamais revenir en arrière. Tu peux pas faire l'autruche en te disant je vais me prendre un morceau de steak, ça a pas trop d'impact, je vais le faire une fois. Non, là tu dis vraiment ok, à chaque étape, chaque fois que tu fais cet acte, il y a des conséquences, il y a des vraies conséquences derrière. Donc voilà. Et donc le True Cost, et là j'ai pris une autre claque qui est en lien avec le projet. En fait, c'est un documentaire qui est lié au, je sais pas si t'as entendu sûrement le drame du Rana Plaza. Explique-moi. Donc c'est un atelier de confection au Bangladesh. Oui, tout à fait, au Bangladesh. En 2013, et il y a eu plus de 1400 morts. Ça a été un drame horrible. C'était l'enfer, et en fait tout ça c'est lié à des conditions de travail qui respectent pas des normes de sécurité. Et toutes les confections qui étaient là, c'était des sous-traitants de grosses boîtes de fast fashion. Donc, et ces boîtes de fast fashion ne se sont pas rendus compte que ces sous-traitants travaillaient pour eux. Donc il y a 2 problèmes. Il y a le fait que la fast fashion ou ces grosses boîtes ne savent pas qui travaille pour eux. Et d'un côté, ils délocalisent et ils font produire à bas coût dans des endroits où il n'y a pas de conditions de travail, où tu es souvent pour des salaires minables, et dans tous les cas, c'est de l'exploitation humaine. Ils savent
savent pas, ils savent pas. Parfois, ça les Ouais. arrange bien de pas savoir. Exactement. Et je sais pas ce qui est pire en vrai. Mais au fait, moi, je vois dans mon métier, je suis dans tout ce qui est vente, négociation, etc. Et je vois certaines firmes qui mettent la pression sur leurs fournisseurs, Ouais. et puis qui après, quand il y a un scandale sanitaire ou un scandale, viennent faire les vierges effarouchées en disant oh mais enfin, comment c'est possible? Attendez les gars, vous mettez une pression de fou. Allez, il faut pas s'étonner de retrouver de la viande de cheval dans vos lasagnes. Ah, les c'est gars, clair. quoi. Ça, c'est un très bon exemple. Ça. Ah oui non, mais c'est abominable. Il Ouais. y a des acheteurs dans la grande distribution qui, enfin, c'est pas. En gros, c'est horrible à dire. Et je veux pas faire le parallèle avec ce qui s'est passé il y a 70 ans ou quoi, mais c'est vraiment la division des tâches. Ouais. C'est vraiment que personne ne voit finalement l'impact que son boulot a, mais il y a des boulots qui ont un impact, mais vraiment horrible sur la santé et sur la vie des gens. Ouais. Mhm. Non, je suis d'accord avec toi, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Et ce documentaire-là vraiment montrait tout ça et jamais. Et je pense que tu peux continuer à consommer. Enfin non, tu devrais pas consommer de cette manière-là, mais si t'es pas conscient, si t'as pas la connaissance, c'est moins grave que la personne qui sait vraiment ce qui se passe derrière et qui continue à consommer de cette manière-là, tu vois. Donc Bien pour moi, sûr. ça a vraiment eu un impact où j'ai, je veux dire, plus ou moins radicalement changé la manière dont je voyais les choses et aussi dont je vivais. Et donc tout ça, ça a vraiment eu un impact sur l'origine du projet et de mon intérêt pour toute cause environnementale et sociale. Et puis, il y a eu vraiment deux étapes aussi clés dans le projet en lui-même. C'est le fait que j'avais vu un petit reportage sur la RTBF au journal d'un mec qui, j'espère qu'il fait toujours cette activité-là, qui reprenait, donc il passait dans toutes les boulangeries, dans l'aide de l'aise, etc. Il reprenait les vieux pains que tu peux plus vendre, donc qui sont plus bons à la vente, qui sont rassis ou secs ou quoi. Et avec ça, il faisait de la bière. Ah oui, excellent. Maintenant, on fait ça beaucoup avec des crackers, etc. Ouais. Donc, je pense qu'il va moudre le pain, le rendre en miettes, et ça va servir de nourriture pour les bactéries qui vont aider qui vont faire le processus de fermentation de la bière. Et je trouve ça incroyable d'utiliser un déchet, un truc Ouais. qui est gratuit à la base parce qu'en plus il est récupéré gratuitement, tu vois. Bien sûr. Donc il y a moins de déchets et en plus il produit quelque chose qui a de la valeur et qui en plus est attractif parce que la bière était sympa, quoi. Donc Ouais, tout à fait. et là j'étais là, waouh, on peut vraiment faire ça. Et puis une fois aussi, ça c'était genre c'était en 2012, un truc comme ça, donc il y a quand même assez longtemps, mais qui était quand même plutôt précurseur là-dessus. Et puis une fois ma marraine qui m'a offert une veste qui vient d'une marque qui s'appelle Picture, Organic Picture. Je connais pas du tout. Et en gros c'est le Patagonia français. J'allais dire, ouais, je connais Patagonia. Ouais, mais, bah, c'est eux en français. En fait. Et c'est Picture? C'est Picture, et je pense si tu veux le trouver, parce que sur Google ça va être compliqué du coup, c'est Organic Clothing. Ok. Et eux sont là aussi depuis un petit moment. Et ils font aussi pas mal de sportwear, plus liés à la montagne. Ils ont du surf, ski, etc. Donc c'est plus l'idéologie Patagonia. Mais la veste en question avait le revêtement intérieur qui était fait en polyester recyclé. Donc tu voyais le nombre de bouteilles plastiques. Donc polyester recyclé, c'est des bouteilles plastiques en général PET, donc la bouteille plastique que tu bois, que tu jettes, que tu fais fondre et tu refais des pellets. Et avec ces pellets, tu refais un fil. Et donc un fil qui est aussi résistant que du polyester vierge. Donc à partir ce qui est considéré comme déchet, tu refais quelque chose de totalement neuf. Et cette veste était super belle et il n'y avait aucune différence je pourrais pas dire la différence entre ce textile-là qui était du recyclé et un textile qui n'était pas du recyclé, tu vois. Et donc du coup, c'est toute cette idéologie d'économie circulaire, de jeter la poubelle à la poubelle, donc de pas avoir cette étape-là, Oui. de prendre un déchet pour refaire quelque chose de nouveau. Je trouve ça juste incroyable. Et donc j'avais décidé de faire un master, un mémoire dans mon master sur l'économie circulaire. Donc voir s'il y avait moyen de faire du win-win-win, donc avoir les entreprises, la partie environnementale et la partie sociale qui soit gagnante quand tu mets en place un système circulaire, quoi. Et donc ça c'était le premier master que j'avais fait. Et puis qui avait bien fonctionné, donc c'était chouette. Et donc je suis toujours resté dans cette idéologie d'économie circulaire. Et après, lors du deuxième master, j'ai dû refaire un mémoire, évidemment. Et là, j'ai décidé d'appliquer ce que j'ai vu dans True Cost, donc la problématique de l'impact de l'industrie du vêtement, avec ce que j'ai appris avant, donc l'économie circulaire. Et donc, j'ai décidé de déterminer si les matières recyclées dans la mode étaient vraiment une manière de pouvoir réduire l'impact environnemental et social de l'industrie du vêtement. Sous différents critères d'analyse, il y avait vraiment l'analyse environnementale, donc quantité d'eau, quantité de CO2 émis, produits chimiques, etc., eutrophisation, etc. Et puis toute la partie un peu plus acceptation du marché, donc quelle est la manière dont les gens pensent
enfin, au niveau de matière recyclée, est-ce que c'est acceptable? Donc, est-ce que les gens se disent pas c'est recyclé, donc c'est probablement moins résistant ou ce genre de choses? Et je voyais que tous ces critères, enfin, tous les feux étaient verts pour pouvoir introduire cette technologie dans l'industrie de la mode. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté, au fait. Exactement. Et ça va l'être de plus en plus de par la génération, par les remplacements de génération, quoi. C'est À ça. un moment donné, je ne vais pas faire des généralités, mais je suppose que ta génération à toi, vous êtes encore plus OK avec le fait d'utiliser du recyclé. Ouais. J'imagine. Enfin, Je pense aussi, puis il y a aussi un problème d'information. Si tu considères que le recyclé est moins valable au niveau de résistance, au niveau de qualité, etc., que du non recyclé, ben, c'est juste que tu n'as jamais vraiment testé du recyclé. Parce que là, comme tu vois le t-shirt que. Ouais, bon, c'est pas très radiophonique ce que je vais faire, mais le t-shirt que je porte, Ouais. super beau, lucide. non, mais c'est vrai, on regardait tout à l'heure, la tu peux pas matière dire est la très différence. sympa. Moi, je savais Ouais. même pas que c'était. Enfin, si, je sais, parce qu'on en a discuté, J'espère. mais ça ne se voit pas. Ouais, non, donc c'est impossible à dire. Ouais. Et même au niveau donc j'ai lu pas mal d'articles scientifiques pour pouvoir vraiment déterminer si c'était au niveau résistance, etc., équivalent. Ben, typiquement, le polyester recyclé présente les mêmes caractéristiques physiques au niveau de la tension, au niveau de la résistance, je pense que c'est l'abrasion, etc., que le polyester vierge. Donc là, ça a juste pas de sens de continuer à produire du polyester vierge quand on sait que le recyclé peut largement le compenser, quoi. Ouais. Et donc, du coup, j'ai accumulé autour de ce mémoire beaucoup de connaissances au niveau des matières recyclées. J'ai parlé à pas mal d'acteurs, j'ai commencé à créer un réseau, etc. Et je me suis dit que c'était quand même super con de faire tout ça et puis de ne pas l'utiliser pour pouvoir créer quelque chose. Et comme j'ai toujours eu l'envie de créer, d'avoir mon propre combat, entre guillemets, Ouais. et j'ai aussi fait deux stages dans des boîtes qui étaient un peu plus grosses et je voyais que c'était pas le profil typique ingénieur de gestion en consultance dans un gros cabinet. Ben voilà, c'était cool, mais c'était pas fou. En plus, c'était en finance verte à Luxembourg, donc tu vois la contradiction, quoi. Et c'était intéressant, mais je me voyais pas continuer là-dedans, quoi. Ouais. Donc, Mais je peux imaginer, c'est Morgane aussi qui nous avait fait expliquer que voilà, lui, ça n'avait pas été son truc de. Puis plus tard aussi, Fabrice Wilquet, qui lui a créé Physical Coaching Academy, qui lui a fait aussi ingénieur de gestion et lui a commencé justement dans les grosses boîtes de consultance. À un moment donné, il s'est dit, c'est pas fait pour moi, quoi. ouais. Je pense que c'est des bonnes formations. Et à mon avis, j'ai que rencontré des gens qui étaient brillants dans ce qu'ils faisaient, des gens qui réfléchissent beaucoup plus vite que moi et qui ont beaucoup de connaissances, mais ils ont une autre idéologie qui fonctionne pas avec la mienne, quoi. Donc, Ouais, enfin voilà. Moi, c'est pas mon dada non plus. Je vois. Parce qu'il y a non, mais voilà, il y a la réalité terrain aussi, quoi. Ouais. Tu vois, il y a certaines fois où moi, je vois beaucoup d'entreprises. Je travaille avec beaucoup de boîtes et je vois quand ça peut se passer très bien, mais je vois aussi quand ça fait des dégâts. Mhm. Et il y a certaines boîtes. C'est juste hallucinant, quoi. Mais bon, voilà, on va pas partir sur des débats là, on est pareils. parti pour digresser. Oui, un peu, non, mais ouais. c'est ça, on va pas digresser là-dessus, mais c'est vrai que parfois tu te dis, mon Dieu, quoi. C'est vrai qu'ils sont très malins, enfin, en fait, il y a une très grande intelligence, mais parfois ça manque de pied sur terre. En fait. Déconnecté, je trouve. Ouais, c'est très Ouais. déconnecté, ils connaissent pas la réalité du terrain, des Ouais. boîtes dans lesquelles ils vont, et puis ils viennent avec des grandes théories. Et alors le pire, c'est que quand des personnes leur expliquent, je digresse quand même, quand des personnes de qualité leur expliquent que ce qu'ils sont en train d'amener a soit déjà été fait, soit n'est pas possible par rapport à ce qui est vécu sur le terrain pour le moment. Mais comme ça les emmerde et qu'ils veulent facturer des heures, ils vont pointer la personne du doigt en disant « Oh, tu es un ennemi du changement ». C'est clair. Tu es un ennemi, mais non, je suis pas. Enfin, la personne n'est pas un ennemi du changement. Au contraire, elle a envie d'aider, de progresser, mais comme elle va pas avec le Dans le flux, elle sens, les empêche un petit peu de facturer. Donc il y a des choses un peu, mais comme partout, hein, il y a des super bonnes personnes et puis il y a des gens un peu crades, quoi. Big up à tous mes potes qui sont dans la consultance et dans les grosses boîtes, du coup. Mais qui Boum. du coup, comme ce sont tes potes, sont sûrement des gens très bien. Ouais, eux ils sont cool. C'est la partie cool, en fait. Voilà. Parfait. Petite digression de nouveau. Mais oui, ma question, c'est souvent qu'est-ce qui t'a poussé vers cet univers? Tu as déjà un peu répondu. Mais pourquoi l'histoire de Berlin? Parce que pourquoi est-ce que tout à coup tu t'es dit je vais aller faire ce master? C'est quoi? Quelqu'un t'en a parlé? Ou bien tu t'es dit je vais aller plus loin dans la démarche? En gros, donc ça arrive à la fin de mon premier master en ingénieur de gestion très classique. Et on devait faire un stage. Et j'avais fait un stage, je vais citer la boîte, ça s'appelle The Fruit Farm. Et la manière dont ils vendaient, donc c'est une boîte qui vend des fruits et légumes. Ils font import-export fruits et légumes. Et la manière dont ils vendaient le truc, c'était
les fruits les plus sains possibles. Il y avait beaucoup de... dans le descriptif de stage, c'était tu seras impliqué avec des gens qui font de la permaculture, ce genre de trucs. Et moi, j'étais déjà intéressé par ce genre de problématique, donc c'était cool. Puis je me suis rendu compte que c'était... peut-être parce que c'était early stage dans... Putain, j'ai pas envie de faire de l'anglicisme, mais parce que c'était vraiment le début de leur aventure. Ils reprenaient vraiment les bases de la boîte. Donc ils avaient vraiment peut-être 1 ou 2% de permaculture et de trucs vraiment avec des nouvelles technologies ou des nouvelles manières de produire. Le reste, c'était du organique, enfin du bio traditionnel, quoi. Et donc du coup, j'ai été intéressé par toute cette partie-là. J'ai beaucoup lu là-dessus. Je l'ai pas impliqué dans mon stage. Parce que j'étais quand même plus sur des Excel, des trucs de stagiaire, je pense. Donc c'était moins intéressant. Et là, je me suis dit que souvent, quand tu vas dans ce genre de boîte, tu as l'idéologie derrière. Mais quand tu arrives dans la boîte, tu vas probablement pas être directement, comme tu dis, sur le terrain et appliquer ces idéologies directement dans ton travail de tous les jours. Donc ça m'a pas forcément chauffé à directement aller travailler. Donc je me suis dit, je vais me former un peu plus et je voulais me former en fonction de mes valeurs qui devenaient de plus en plus environnementales et sociales. Et grâce à mon père en fait qui pousse souvent à faire des études et des bons choix, dans ce cas-là c'était un bon choix, et qui est pas du tout au niveau développement durable, etc. Il travaille dans une banque, donc typiquement c'est un peu la contradiction, mais il me dit écoute, si ça t'intéresse, il y a cette école qui est super intéressante, qui est une bonne école, c'est une business school, c'est l'ESCP, donc c'est l'école supérieure de commerce de Paris, donc qui est une bonne école au niveau management, etc. C'est connu, c'est très connu. Hein. Ah bah voilà, t'es une des premières personnes qui me dit qu'il connaît. C'est connu, ouais. Mais eux ont un programme qui développe depuis 4 ans vraiment en développement durable. Et je regardais, et c'était des gens souvent intéressants quand tu vois les testimonials, les témoignages. Puis, il n'y a pas de souci, il y a plein de gens qui écoutent, qui comprennent les anglicismes. Ouais, mais je déteste faire ça. Donc les témoignages, pardon. Pourtant, t'as pas été longtemps dans la consultance. Non, mais je parle en anglais, tu vois, donc faut le dire, tu vois. C'est ça, ouais. Ouais. Et donc du coup le programme a vraiment l'air sympa, etc. Et c'était en développement durable, donc c'était parfait. Et le programme était à Berlin, vu que c'est une école qui a des campus un peu partout. Et c'était Berlin et Paris. Et donc du coup ce qui m'a poussé vraiment, c'est le fait de vouloir me spécialiser plus dans toutes les problématiques de développement durable, etc. Et c'était une expérience incroyable, déjà parce que j'ai rencontré ma copine, donc ça c'est bien. C'est bien de l'avoir placé. Oui, très bien. J'espère vraiment qu'elle l'écoute. Par contre, elle parle pas très bien français, donc je vais devoir tout traduire. Donc voilà, il y a ça. Mais aussi en plus du programme qui était intéressant, on a vraiment touché à plein de sujets intéressants comme la finance verte, la finance durable, le management social, etc. Donc vraiment des trucs très intéressants. Il y a surtout les gens de la classe. C'était des gens qui venaient d'horizons hyper différents. Ce qui était bien, c'est que t'es pas obligé d'avoir un background, un passé, une expérience. Ouais, n'exagère pas, background, ça va. Même. Une expérience. Passé. Ça fait un peu Québec, là, tu sais, où ils traduisent tous les titres de films. Mais chacun avec une expérience vraiment très différente. Et donc, du coup, ça apporte beaucoup à la discussion, avec des profils différents, des cultures différentes. Donc, t'es pas qu'avec des personnes, t'es avec des personnes qui sont convaincues qu'il y a un problème environnemental, etc., qu'il faut faire quelque chose, mais t'es pas avec des personnes qui ont la même approche pour pouvoir résoudre ce problème. Et donc, du coup, t'as beaucoup de confrontations, mais qui sont positives, quoi. Et ça m'a fait grandir. Moi, je suis arrivé là, je pensais avoir déjà un bon niveau de connaissance à ce niveau-là, mais c'était rien par rapport aux gens là, quoi. Et donc du coup, ça vaut vraiment la peine. Ça valait largement la peine. C'est parce que parfois, les testimonials, donc les témoignages, pour te faire plaisir, dans les trucs du NIF et tout, c'est parfois un peu bullshit parce que voilà, il faut des inscriptions, quoi. Tu vois, il faut payer, quoi. Ouais. Parce qu'à mon avis, c'est pas le genre d'école gratuite non plus. Non. Donc, et d'ailleurs, je remercie mes parents de m'avoir offert ça, mais il faut beaucoup travailler aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de. Il y avait une interview, il y avait un espèce de concours à l'entrée. Pas très compliqué, mais je pense qu'ils veulent quand même déjà un peu, écrémer les gens qui sont vraiment passionnés ou pas. Et donc, du coup. Ça, c'est une grosse question que je me pose. Je vais un peu jeter un pavé dans la main. Pas du tout par rapport à toi, mais en général. Attention. Non. Je travaille aussi dans le milieu universitaire. Je suis pas académique, hein. Je suis pas prof. Même si je donne des cours, je donne cours à VUB, etc., HEC, etc. Et parfois, pas par rapport à ces écoles-là, hein, je veux dire, je vais me faire virer, tu vois. Mais sans déconner, quelqu'un peut une fois franchement qu'ils le mettent sur nos réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un a déjà été refusé à un MBA ? Sérieux, je suis pas sûr. Moi, c'est le cas. Genre, par exemple, quand j'ai fait mon interview, j'étais avec des personnes qui postulaient pour la même place. Donc, la classe a vraiment une capacité maximale. Ouais. Et il y a des gens qui ont fait l'interview avec moi et qui n'ont pas été pris. Ah, ok. Bah, cool. Top. Tu réponds à ma question parce que j'ai tellement l'impression que, de toute façon,
n'importe quel MBA liégeois Solvay, à l'époque, je crois il y a quelques années, c'était minimum 30 000 euros. Et c'est un des pas chers. Il y en a qui sont à 100 000 boules. Je me dis, est-ce que l'école va véritablement refuser que quelqu'un s'inscrive? Tu vois, s'ils n'ont pas rempli leur quota. Il y a un conflit d'intérêt clair. Il y a quand même un gros conflit d'intérêt. Ouais. Donc parfois, ça me fait un peu marrer, mais si tu me dis que toi, il y a des gars qui ont été refusés, etc., écoute, ça me rassure. Ouais. Ça me rassure. Après, c'est un master spécialisé, tu vois. Genre, quand toi qui connais le SCP, c'est quand même un truc très traditionnel, très basé management. Et ils sont dans des hauts rankings au niveau management. Donc je pense qu'ils ont une bonne qualité derrière. Mais est-ce que c'est pas un réseau qui s'auto-entretient avec tu places un peu tes très français, enfants Ça, je veux dire, nous qui sommes belges, on n'est pas réseau comme eux le sont. Ouais. Mais quand tu vois en France, les grandes écoles, etc., ils sont très réseau. Ils se soutiennent très fort entre eux. Que ce soit bien ou pas bien, moi je juge pas, je trouve que c'est très bien cette espèce de fraternité qu'il peut y avoir, maintenant pas au détriment de la qualité effectivement, mais ce sont des écoles comme tu dis extrêmement bien cotées, bien sûr. Mais moi, je connais cette école parce que j'écoute ce podcast. Je sais pas si tu connais Génération Do It Yourself. Évidemment. Ouais. Voilà, ils parlent souvent des écoles, etc. Des différentes Vu que c'est que des Français en général. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de Français. Oui, pratiquement que des Français. Ouais. Et c'est à un moment donné, je sais que Mathieu Stéphanie râlait parce qu'il avait que des HEC. Il dit merde, on va croire que c'est le podcast des HEC. Et justement, il y a d'autres écoles qui sont régulièrement citées. C'est pour ça que tout à coup, je me dis oui, je connais. Ça me dit quelque chose. Le CP est de temps en temps cité. Ils ont quand même des. Il y a des bons alumni, quoi. Des anciens. Ouais. Non, sans alumni, on peut dire. Alumni, c'est bon, c'est latin, je pense que ça va. C'est nos routes. Voilà. Et explique plus encore, voilà, Lucide, donc toute cette démarche, donc tu as été faire ton master, tu t'es dit, je vais appliquer ça, et c'est quoi? Parce que voilà, moi je vois créer des vêtements sans créer de problème. Go. Je devrais rien ajouter à ça. Non, mais c'est vrai, au fait. Mais en gros, je pense que ce qui est bon à préciser, c'est la problématique derrière, avant même le projet. Donc, il y a un constat à faire au niveau de l'industrie du vêtement. Je pense qu'il y a 3 grands axes ou 3 grandes problématiques qu'il faut régler pour l'instant. La première, c'est la problématique environnementale. Donc, petite piqûre de rappel, on va donner des chiffres, mais en gros, l'industrie du vêtement est hyper polluante de la manière dont elle produit les vêtements, surtout au niveau, dans toutes les étapes de production, surtout au niveau de la matière première et allez, on appelle ça l'ennoblissement, mais c'est le fait de donner des propriétés au textile, de donner des couleurs au textile, etc. Donc l'étape de finition du textile, toute cette partie-là, c'est un impact environnemental sur la durée de vie du produit qui est vraiment désastreux. Et si tu prends vraiment différents facteurs, par exemple au niveau des émissions de CO2, je pense que sur la globalité des industries, elle représente 8%. Donc rien que l'industrie du vêtement, c'est 8%. Après, c'est souvent des chiffres qu'on donne comme ça, il faut voir la méthodologie derrière, etc. Oui. Mais voilà, si on peut se donner une idée de grandeur, c'est 8%. Et ces 8%, ça représente, si on veut vraiment avoir une bonne idée, c'est plus que le transport aérien et maritime combiné. Oui, okay. Donc ce qui est transport touristique, mais aussi transport de marchandises, etc. Donc c'est quand même un poids, parce qu'on voit souvent l'avion comme un truc qui pollue vachement, etc. L'industrie du vêtement, au niveau de CO2, c'est plus que l'avion et le bateau combinés. Donc ça a un impact assez... en gros, plus que l'automobile aussi, au fait. Ça, c'est des chiffres à voir, parce que je ne sais pas si l'automobile est justement plus que l'aérien et le maritime. Je sais pas, j'avais lu des choses comme quoi le maritime et l'aérien étaient plus que. Mais bon, enfin voilà, on va pas chipoter. Tous les cas, c'est juste pour dire qu'il y a 8% et c'est un impact énorme. Quoi. C'est ça. Donc ça, au niveau CO2, au niveau de l'eau, c'est une industrie qui pollue beaucoup d'eau, donc qui consomme déjà beaucoup d'eau, mais ça je vais en parler après. Mais au niveau de la pollution d'eau en tant que telle, donc tout ce qui est quand tu veux colorer un vêtement, tu lui donnes une couleur, mais après il faut laver ce vêtement, la couleur elle est injectée dans le vêtement via de l'eau, mais tout ça pollue de l'eau, et elle représente 20% de toutes les eaux polluées par les industries. Donc quand tu prends toutes les industries ensemble, 20% n'est pollué que par l'industrie du vêtement. C'est énorme. Donc c'est énorme à ce niveau-là aussi. Et puis après, si tu te focalises plus sur deux matières précises, faut savoir que les vêtements en général sont soit de coton, soit de polyester. Donc je pense que le marché, à eux deux, ils représentent 60% du marché des fibres. Et je pense que le polyester est à 40% et le coton est à 20%. Et tout ça, c'est des chiffres qui continuent à augmenter. Et quand tu prends le coton, c'est une matière première qui
qui consomment beaucoup d'eau à la production, et c'est souvent fait dans des régions comme la Chine et l'Inde, qui sont des régions où il y a déjà des problèmes de sécheresse, des problèmes d'accès à l'eau potable, et c'est là qu'on produit notre coton, donc ça a déjà un souci à ce niveau-là, donc ça contribue à créer des sécheresses. Et puis aussi au niveau, le coton, typiquement, c'est une plante qui demande beaucoup de pesticides. Ben, c'est 16% de tous les pesticides pour toute l'agriculture, pour tout le monde de l'agriculture, 16% est utilisé juste pour le coton. Okay, ouais, donc c'est énorme, c'est des quantités énormes. Et ça, c'est le coton conventionnel. L'organique, c'est encore autre chose. Et donc le polyester, lui, le polyester, c'est du plastique. Qui dit plastique, qui dit pétrole. Qui dit pétrole, tu connais toute la problématique derrière. Oui, bien sûr. Et par ordre de grandeur, tout le pétrole nécessaire pour produire tout le polyester en un an, ça représente plus que toute la consommation de pétrole d'un pays comme le Pays-Bas. Ouais. Qui est un pays qui est quand même assez industrialisé bien sûr, oui. Et qui consomme, qui a des habitudes de consommation similaires à la Belgique. Donc on peut se rendre compte de l'impact environnemental. Donc les chiffres sont assez impressionnants en fait. Ouais, c'est vraiment ça cause vraiment des problèmes environnementaux assez sévères juste pour créer des vêtements, ce qui est quand même un peu bizarre. Puis après, c'est aussi une industrie qui exploite beaucoup à l'autre bout du monde des vies humaines, des hommes, une majorité de femmes, des enfants aussi, des prisonniers aussi récemment avec les Ouïghours. Donc il y a toute cette problématique de conditions de travail et de salaires qui sont en général pas suffisants pour pouvoir survivre ou même vivre de manière décente. On a typiquement ce dont on a parlé, le problème du Rana Plaza, où il y a eu 1300 morts à cause des conditions exécrables de production. Donc ça, il y a cette partie-là. Puis aussi dans l'exploitation, elle est faite à l'autre bout du monde, donc à une délocalisation, ce qui nous rend, nous, pays consommateurs, hyper dépendants par rapport aux pays producteurs. Et ça crée souvent des problèmes comme, j'avais pas envie de parler du Covid, mais c'est un bon exemple, les masques. Bien sûr. Oui. La production de masques, on était hyper dépendant de pays asiatiques comme la Chine. Mm-hmm. Il y a eu une pénurie de production, on est incapable de produire des masques. Alors que c'est un truc tout bête à produire. Ouais, c'est clair. Mais on n'a juste pas de résilience, on n'a pas d'industrie dans nos pays européens, encore moins en Belgique par rapport à d'autres pays. Une grosse prise de conscience. Il y avait déjà beaucoup de personnes qui, avant le Covid, se rendaient compte que ça partait un petit peu en cacahuète et que, à force de ne plus rien produire chez nous, on était effectivement dépendants. Ouais. Le Covid a confirmé l'hypothèse de ces personnes-là et a ouvert les yeux de milliers d'autres personnes. J'espère que ça a vraiment ouvert les yeux. Bien sûr. Ouais. Et là, le masque, il y a encore un autre exemple, les puces. Qui sont utilisés pour les voitures électriques, etc. Mm-hmm. Donc c'est un truc qui est censé nous aider à être un peu plus vert. On est hyper dépendant de producteurs comme la Chine. Il y a une pénurie. On ne sait pas produire de voitures pour l'instant. Donc, on est à la solde de ce genre de pays. Et s'il continue à avoir des conflits internationaux, on est vraiment un peu dans la mouise à ce niveau-là. Donc il y a cette problématique-là. Puis il y a la dernière, c'est le greenwashing. C'est le fait que l'industrie actuelle des grands acteurs de l'industrie de la mode stagne en fait. Donc il n'y a aucune proposition concrète qui est faite pour pouvoir améliorer de manière durable l'industrie de la mode. Je pense que j'avais lu un rapport, il disait que moins d'1% du chiffre d'affaires annuel des grosses boîtes est redirigé vers de la recherche et développement en technologie durable. 1%, donc c'est-à-dire que 1% de ce chiffre d'affaires, ou même je pense peut-être du bénéfice, est parti de ce côté-là. 99% est parti pour continuer à produire de la manière dont ils produisent. Donc c'est une vraie stagnation. Ouais. Et puis tu as tout ce phénomène de greenwashing où tu peux vérifier la plupart des grands acteurs ne respectent pas ce dont ils se targuent d'être les fers de lance. Ou c'est très tard. C'est toujours très tard. Toi, tu parlais de ça, là, je pense, dans le dernier podcast, j'ai entendu ça tout à l'heure. Tu disais, oui, c'est toujours des promesses en 2030, on sera vert, en 2050, on sera vert. 2030, 2050, c'est déjà trop loin. Bien sûr. Tu as déjà des technologies actuelles pour pouvoir être plus vert. Mais ils ont vraiment un intérêt à faire un statu quo. Donc à continuer à exploiter, vu que ça continue à marcher pour eux. Mais c'est un peu ce que Clayton Christensen décrivait aussi dans le The Innovator Dilemma. Je ne sais pas si tu as lu ce bouquin, c'est sur pourquoi les entreprises ne sont pas créatives et pourquoi est-ce que finalement elles se tirent une balle dans le pied, et c'est finalement pourquoi est-ce que c'est pas Visa qui a inventé PayPal, pourquoi est-ce que c'est pas Nokia qui a inventé l'iPhone, pourquoi, enfin, le statu quo, le fait, et c'est finalement entre guillemets les bonnes pratiques managériales, c'est que il faut de la rentabilité, il faut du court terme, il faut exploiter correctement son outil de production quand on en a un, etc., etc. Il a tout un exemple
exemple avec la mémoire des ordinateurs, avec le fait qu'on faisait des disquettes, puis enfin, je sais pas si tu as quand même connu ça. Il y avait des 3 pouces 1K, et puis il y a eu des lecteurs zip, puis il y a eu les clés USB, puis il y a eu le cloud. Mais au fait, à chaque fois, les entreprises précédentes ont disparu parce que c'est pas elles qui ont inventé. C'est basé sur la technologie là, et elles se sont fait. Et elles avaient intérêt à rester dans leur technologie. Et, enfin, bref, je vais pas aller. Bon, c'est un professeur de Harvard qui est décédé il y a quelques années, mais qui a écrit des super bouquins là-dessus. Mais c'est la même chose c'est les mêmes raisons pour lesquelles on va pas plus vite. C'est parce que la rentabilité doit être immédiate. Ouais. Enfin, dans un certain sens, quoi. C'est ça, et ils n'ont pas d'intérêt à changer là maintenant, vu que le modèle continue à bien fonctionner. Bien sûr. Mais ils se tirent une balle dans le pied en faisant ça aussi, parce qu'il y a un moment où il y a des risques physiques et des risques, je pense qu'il y a 2 types de risques à ce niveau-là. Mais les risques physiques, par exemple, c'est risque physique et risque de transition. Physique, c'est, imagine, tu bases ton entièreté de production sur du coton. À un moment où le changement climatique aura fait que tu peux plus produire de coton parce qu'il n'y a plus d'eau là où tu produis de coton, ton business model tombe à l'eau. Là, c'est un risque physique lié au changement climatique. En attendant, le CEO, ce sera plus le même. Ouais, voilà. Il sera parti, il aurait eu des très bons résultats, il aurait été applaudi, il aura reçu ses stocks, et puis voilà, il transmet le bébé au suivant, quoi. Tu vois, tire ton plan, quoi. C'est un peu comme les élections, tu vois. C'est dans 4 ans, c'est bon, je dois vite me faire réélire, et puis. Du coup, il faut un système autoritaire, c'est que tu dis. Non, surtout pas. On a le moins pire de tous les systèmes pour le moment, mais c'est clair que c'est le court-termisme le problème. On retrouve dans l'entreprise la même chose qu'en politique, c'est le manque de vision long terme. Exactement, je suis entièrement d'accord. Le manque d'ambition, de projet, enfin voilà quoi. Ouais. Attention, pas tout. Il y a des entreprises où il y a quand même des super projets, il y a des superbes visions. Hein, ça, c'est sûr. Même beaucoup plus que dans le politique, malheureusement. Et on n'est pas là pour juger, mais c'est clair que. Mais je vois très bien de quoi tu parles. Et donc tout ce constat fait que. Donc tout ce constat fait que l'industrie pollue trop, l'industrie exploite de trop, et l'industrie stagne. Donc on a vraiment une problématique complète. Et donc nous on s'est dit, déjà moi je me suis dit que j'en avais marre, que même dans mon développement personnel de vouloir toujours rechercher à avoir un impact le plus faible possible, je voyais pas de solution qui vraiment représentait ce que je voulais au niveau vestimentaire, ce que je voulais faire. Tu cites les Patagonia, etc. Ça reste des trucs qui sont... Il y a une très belle vision derrière, etc. Mais ça reste des trucs qui sont produits à l'étranger. Donc moi, je voulais vraiment un truc le plus local possible, etc. Et en France, il y a ce genre de possibilités. Il y a Opal, par exemple, une super marque qui produit entièrement toute la chaîne de valeur est en France. Et je me suis dit, c'est con de ne pas avoir ça en Belgique. Et donc du coup, avec Lucide, le projet, c'est qu'on veut proposer une alternative à la fast fashion qui soit durable, qui soit local et qui soit honnête. Ouais. Donc honnête dans l'approche, honnête et transparente dans l'approche. Comme tu as dit avant, on veut créer des vêtements sans créer de problème. Et donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on produit des vêtements dans des matériaux, des matières qui ont l'impact le plus minimum possible, donc à bas impact. Ici, pour l'instant, on a été convaincu par les matières recyclées, que je détaillerai après si tu veux. Dont la chaîne de valeur soit la plus locale possible. Le plus local qu'on puisse faire pour l'instant, c'est la confection en Belgique. Les autres étapes, je reprendrai un exemple après, mais les autres étapes, c'est encore un peu compliqué de faire pour l'instant en Belgique, mais là on a réussi à confectionner en Belgique. Et en plus, on a une plus-value sociale parce qu'on confectionne dans un atelier de travail adapté, donc avec des personnes qui subissent, qui sont porteurs d'un handicap. Et au final, on produit de manière honnête et transparente. Donc, on a vraiment une chaîne de valeur qui est détaillée. On sait avec qui on travaille et on sait comment ces personnes travaillent. J'ai rencontré personnellement presque l'entièreté de ma chaîne de valeur. Je devais aller, donc je vais prendre un exemple après, mais je devais aller en Espagne parce que le fil est fait en Espagne, mais j'ai chopé le Covid la veille de partir. Aïe. Donc ma copine est partie en Espagne parce que sa famille habite là-bas et moi je suis pas parti, et c'est là que je devais rencontrer du coup les producteurs, mais on a déjà fait des Skype ensemble, etc. Donc je connais vraiment l'entièreté de la chaîne de valeur et je sais qu'il n'y a pas d'exploitation et il n'y a pas d'entourloupe entre guillemets derrière, quoi. Ok, c'est ça. Donc il y a un contrôle total sur la chaîne de valeur. C'est ce qui est super important en fait. Hein. C'est le plus important si tu veux être sûr de produire quelque chose de vertueux, quoi. C'est cool parce que tu peux aussi en même temps, j'en sais rien. Ça me fait penser que dans ta communication, tu peux vraiment être hyper transparent par rapport. On en parlait avec dans un épisode avec Sévan Holmans de Solifine, ou non, je sais pas si c'est avec Olivier Hénin, je ne sais plus, sur des entreprises qui avaient comme
méthode de communication d'être hyper transparente, et ça faisait des cartons. Parce Ouais. que ça crée clairement une communauté qui adhérait, qui avait envie de soutenir et qui comprenait, ok, je sais. En fait, les gens, ça les dérange. C'est pas que ça les dérange pas de payer, il faut avoir les moyens, il faut avoir un certain pouvoir d'achat. Mais à un moment donné, certaines personnes préfèrent payer un peu plus, mais savoir exactement à quoi elles participent. Comprendre. Ouais. D'autres personnes, ce seront toujours des chasseurs de prix. Ce sera impossible. Ouais. Quoi que tu fasses, elles voudront toujours acheter le moins cher et elles continueront à acheter moins cher. Mais pour beaucoup de personnes, c'est donner du sens aussi à la façon dont elles consomment, quoi. Donc, Ouais. non, top. Ouais, je pense que pourquoi je pense que dans les boîtes, pourquoi elles ne communiquent pas de manière plus transparente, il y a d'un côté soit elles font les choses mal, donc du coup elles veulent pas le communiquer, soit elles ont peur de faire des erreurs. Bien sûr. Mais je pense que une boîte n'a pas la science infuse, ne fait pas tout parfaitement. C'est normal de faire des erreurs, mais si tu arrives à les justifier derrière ou juste d'avoir un feedback sur cette erreur et donc du coup la comprendre, Ouais. tu peux justement t'améliorer encore Et la plus. rectifier. Et c'est pas grave de se tromper. Non. Il y a trop de personnes dans les entreprises qui veulent paraître irréprochables Ouais. ou sachant tout et ne se remettant pas en question. À un moment donné, c'est bon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Le pire, c'est de se tromper et d'essayer de ne pas l'accepter. Ouais. Et d'essayer de combattre la personne qui va pointer ou quoi. Et finalement, c'est pas la personne qu'il faut pointer du doigt, c'est le process. Ok, il y a une erreur, on le rectifie. Alors parfois, c'est pas évident, hein, parce que ça va nécessiter des frais énormes. Mais à un moment donné, si tu veux continuer ton système, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est maîtriser toute cette chaîne de valeur et être transparent et accepter la critique, mais pas n'importe laquelle non plus. Hein. C'est pas parce qu'un mec te fait une critique qu'il a raison. Changer, ouais, c'est clair. Voilà, maintenant, si tu as 15, 20, 30 personnes qui viennent te pointer du doigt la même chose, là, on peut se poser des questions. Ouais. C'est comme quand tu fais ta phase d'analyse de est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, et tu vas faire tes enquêtes, ben, tu sais bien que si c'est une personne qui va te sortir un truc, à la limite, tu t'en fous un peu. Si c'est 15, 20, bah oui, tu prends en compte. Quoi. C'est sûr. C'est logique. Et si tu veux, peut-être pour préciser mieux la manière dont on fonctionne, on peut prendre donc un exemple typique. Donc Ouais. là, pour l'instant, vous le voyez pas, chers auditeurs, mais je porte le t-shirt Lucide. Et donc, Très sympa. merci. Je l'ai pas obligé à dire ça. Et donc du coup, nous, en fait, pour entrer dans le marché entre guillemets, on s'est dit que c'était plus simple de passer par des t-shirts, parce que moi, dans mon esprit, c'était le truc un peu moins technique à faire. Et comme on voulait proposer un truc un peu plus design, de simplement avoir un t-shirt blanc avec un logo, comme tu vois avec les manches ici. Ouais. Mais je ferai une photo, on mettra sur le site. Parfait, cool. Voilà. Du coup, avec les designers, donc je travaille avec deux designers, Eve et Max, comme ça ils ont leur nom cité. On s'est dit qu'on allait commencer par ça, c'est plus facile et je pense que c'est moins contraignant aussi pour les gens qui veulent avoir un premier pas dans la mode durable entre guillemets. Aller claquer 110 balles pour un pull, c'est plus compliqué que mettre 45 € pour un t-shirt, je pense. Et aussi niveau technique, c'était juste plus simple à faire. Et donc du coup, typiquement ce t-shirt, donc il est en matière recyclée, ça veut dire qu'il est en 50% coton recyclé et 50% polyester recyclé, donc entièrement fait en matière recyclée. Je dis beaucoup recyclé. Et le coton recyclé, c'est en fait tout ce qui est des déchets textiles. Donc, ce qu'on aimerait bien faire dans l'industrie du vêtement, je parle pour l'industrie du vêtement, mais je pense qu'ils aimeraient bien faire pour faire vraiment une économie circulaire autour, c'est une fois que ton vêtement est en fin de vie, on le récupère, on le défibre et on refait une nouvelle fibre à verre pour refaire des vêtements. Oui. Mais ça, pour l'instant, la logistique est trop compliquée parce que tu dois collecter les vêtements, tu dois les trier par composition, donc coton avec coton, polyester avec polyester. Tu dois enlever tout ce qui est pas textile, donc tout ce qui est typiquement, là, tu as une chemise, tu as des boutons dessus, donc il faut payer des gens et une logistique Les pour étiquettes. enlever. Les étiquettes, etc. Donc, pour l'instant, faire des vêtements avec des vieux vêtements, c'est un peu trop compliqué. Je pense qu'il n'y a un seul type de matière qui arrive plus ou moins à le faire, c'est la laine. Parce que la laine, en général, c'est des pulls, des tricots. C'est assez facile à défibrer. Et en général, t'as pas de boutons ni rien dessus. Donc, les vieux pulls, il y a déjà des boîtes qui le font. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mais ici, du coup, nous, ce qu'on utilise, c'est plus. Donc, quand tu coupes un vêtement, c'est un grand carré. Et tu vas couper tes pièces dedans. Évidemment, tes vêtements ne sont pas carrés. Donc, tes pièces ne remplissent pas l'entièreté du textile. Et donc, il reste toujours des petits morceaux de textile à droite, à gauche. Et typiquement, normalement, les boîtes les jettent. Et quand tu les jettes, ça finit à l'incinération. C'est ce qu'on appelle une chute, quoi. Une chute, voilà, Ouais. une chute une chute industrielle, quoi. Ouais. Et en fait, il y a une boîte qui s'occupe de les récupérer. Donc c'est en Espagne, qui les récupère via des filières qui sont tout autour de l'Espagne et de les trier par composition et par couleur. Ok. En faisant ça, tu peux recycler ce coton. Donc les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges, etc. Et recycler, ça veut dire que tu vas le défibrer, donc tu vas le rendre en vraiment toute petite fibre, et puis le refibrer. Donc c'est-à-dire refaire un fil entier avec. Et donc là, tu as un fil entièrement
composé de déchets textiles qui est prêt à l'usage. Alors le seul problème, un point positif ici, c'est que, étant donné que tu tries par couleur, tu ne dois pas recolorer le t-shirt. Ouais, ça, c'est bien. Surtout qu'on avait vu que c'est ça qui dépense beaucoup d'eau, de chimie, etc. quoi. Exactement, donc il n'y a aucune chimie. La couleur que tu vois là, le bleu, donc là typiquement je porte un bleu, c'est une composition de plein d'autres bleus. Avec la technologie qu'ils ont, ils arrivent à prendre un bleu de cette couleur-là, un bleu de cette couleur-là, et arriver à avoir un fil uniforme à ce niveau-là. Et alors, le seul souci, pour l'instant, c'est que quand tu recycles du coton, vu que c'est une matière naturelle, une fibre naturelle, elle est un peu moins résistante que les fibres plastiques. Et donc, quand tu le défibres, tu perds de la longueur de fibre. En perdant de la longueur de fibre, tu perds de la résistance, parce que la longueur de la fibre, c'est la résistance. Et donc, tu ne peux pas avoir un fil qui soit 100% en coton recyclé avec la technologie actuelle. Donc, ce qu'on doit faire, c'est... le plastique recyclé, quoi. Tu as deux matières, en fait. Ouais. Soit tu mets de la matière vierge, donc du coton. Tu pourrais mettre du coton, comme ça à la fin, tu as un 100% coton. C'est pas circulaire. Mais c'est pas circulaire, parce que du coup, c'est produit à l'autre bout du monde et c'est des matières vierges. Ou alors, tu mets, ici c'est ce qu'on a fait, du plastique, donc du polyester recyclé. Ouais, c'est ça. Donc ici, tu dois vraiment prendre une position. Nous, on a pris une position, on s'est dit que l'avantage de mettre des matières vierges comme du coton avec ton coton recyclé, c'est qu'à la fin, tu as un produit qui est plus facilement recyclable, vu que c'est du 100% coton. Oui. Et si c'est du coton organique, tu as des avantages à ne pas utiliser du pétrole ni rien. Okay, ouais. Mais l'avantage du polyester, c'est qu'il est beaucoup plus résistant que ce coton. Et donc, du coup, tu as un vêtement qui, au final, sera plus résistant que si tu avais mis du coton vierge à la place. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre du polyester recyclé. Mais là où il y a une problématique derrière, c'est que qui dit polyester dit microplastique. Oui. Donc, microplastique, c'est toute cette abrasion que tu as quand tu laves ton vêtement. Tu as des petites particules infimes de plastique qui s'introduisent dans l'eau d'évacuation et qui finit dans les océans et qui finit dans les estomacs des poissons, de la vie aquatique, etc. Donc ça a quand même un impact environnemental, mais on a pris le parti pris de se dire ok, ça c'est une problématique, on ne pourra pas la régler pour l'instant, donc on se dit nous on veut que nos vêtements soient les plus résistants possibles parce que c'est comme ça que tu décrois c'est ça, tu ne dois pas en racheter 15 quoi. Tu ne dois pas en racheter 15 exactement, donc du coup tu décrois son impact environnemental et donc c'est pour ça qu'on est parti vers du polyester. En plus là je commence à lire un peu sur les solutions, etc. Tu as typiquement des sacs de lavage qui s'appellent Guppy Friend, qui a été développé par Patagonia, où tu mets tes vêtements en plastique avec du polyester ou quoi dedans et il va capturer toutes ces microplastiques, donc tu n'as pas de déchets dans l'eau. Mais bon, ça c'est le consommateur qui doit payer, c'est 30 €. C'est un petit investissement, mais voilà. Non, mais bon, je veux dire, à partir du moment où tu en as conscience et que toi, tu le renseignes sur ton site, parce que c'est toujours cette histoire de transparence. Quoi. Exact, ouais. Moi, je trouve ça très chouette ce que tu viens d'expliquer, parce que tu pourrais dire, ouais, non, ma solution, c'est la meilleure, ceci. Je vois bien que tu es dans la transparence à fond, et je trouve ça chouette, parce que c'est pas juste un slogan, tu vois, voilà, on a la preuve, tu viens d'expliquer que ton alternative, t'as pris un parti pris, que oui, ce serait peut-être mieux si c'était le coton machin, mais que c'est pas là non plus, voilà, il faut remettre du coton naturel, alors oui, ce serait ceci, ce serait ok, mais tu amènes une solution aussi, alors oui, il faut peut-être acheter un bac à 30 balles, maintenant tu peux référencer sur ton site où il y a moyen de l'avoir via Patagonia, peut-être qu'à un moment donné tu pourras développer le tien, enfin voilà, il y a des solutions, mais c'est très transparent, donc ça c'est cool. Ouais. Mais en plus, ce qui est bien, donc, la problématique là, c'est que du coup c'est encore le consommateur qui doit casquer pour les problématiques que le constructeur ou le producteur ici de vêtements implique. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, je pense que l'horizon 2000, j'ai pas de chiffres en tête, mais à mon avis, c'est 2023 ou 2025. C'est assez rapide, quoi. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des filtres directement dans la machine à laver. Ouais. Donc c'est le producteur qui va casquer à ce niveau-là. Ce qui est beaucoup plus logique. Mais après, du coup, faut être sûr que le consommateur va pas laver le filtre à l'évier, et donc toutes les... C'est une vraie problématique, ils y pensent. Donc, Ah oui, mais c'est clair qu'à un moment donné, comment tu fais, quoi? Est-ce que c'est des choses rechargeables, ou est-ce que du coup rechargeable, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'il y a un transport, un déstockage Là t'as pas besoin, c'est vraiment juste un filtre, hein. C'est comme une espèce de grande passoire avec vraiment des tout petits trous et donc il laisse passer que l'eau et tu récoltes, j'aurais dû amener le sac ici, mais tu récoltes les fibres, tu les vois vraiment physiquement et là tu les mets avec tes déchets plastiques dans ton sac bleu
En tout cas, ici, c'est des sacs bleus à Braine-le-Château. Tu vois, là, on l'enregistre. Bruxelles aussi. Oui, ok, ben voilà. Donc, dans ton sac bleu. Dans le sac bleu, exactement. Voilà. Mais voilà, et donc du coup, pour finir sur la chaîne de valeur, on a ce fil, donc qui est en matière recyclée. On achète le fil en Espagne, donc encore le plus local possible. C'était la manière la plus locale d'avoir ces matières-là. Il arrive dans le nord de la France. Là, on passe de l'étape fil à textile. Donc on a ce mètre carré de textile. Et puis le textile arrive ici en Belgique. Il vient à Philippeville, donc là où est notre atelier de confection, donc en économie sociale du coup. Mhm. Et là on travaille avec eux sur des prototypes depuis un moment, donc c'est pour ça qu'on fait la confection chez eux aussi. Ils sont super. Et là on fait le t-shirt, donc on le produit, on réalise le vêtement. Et après il y a encore une étape d'étiquette. Donc les étiquettes de composition, de taille, etc. Ça s'est fait à Bruxelles. Okay. Donc encore du local. Et puis le logo qui est brodé dans le t-shirt. La broderie est faite ici à Namur, chez 4ème Dimension. Donc toutes les étapes, beaucoup d'étapes sont... Très bien, 4ème Dimension, c'est avec eux qu'on travaille aussi pour notre polo. Voilà, c'est pour ça que je les mentionne. Mais ouais, ils font vraiment du super boulot. Et donc du coup, on a vraiment la plupart des étapes qui se trouvent en Belgique. Mais toujours cette problématique des matières premières. Et là, si on en parle après, pour le futur, on a des idées... On a des idées là-dessus. Donc au final, on a vraiment un t-shirt qui a un impact environnemental très faible, qui a un impact social très, très élevé, positif du coup. Oui, bien sûr. Oui. Et j'avais compris, moi. Ouais, j'espère. Je pense que nos auditeurs aussi, tu sais. Et du coup, qui est très, très transparent et très local et qui permet aussi de créer de l'emploi localement et d'avoir de la résilience au niveau de l'industrie. Ce qui est vraiment un des objectifs de la boîte. Et je me posais la question, les étiquettes, pourquoi c'est pas possible, c'est pas quelque chose qu'ils font dans l'atelier adapté ou c'est parce que c'est une question, de toute façon, ils sont sur place, donc le transport serait le même ou Non, c'est juste qu'ils en font pas. Ils font pas. En fait, ils vont les broder, je veux dire, donc l'étiquette, c'est vraiment cette partie de plastique qui met, ou de je sais pas quelle matière, de composition de ton vêtement, etc. Est-ce que ça va au sèche-linge, pas au sèche-linge, machin, voilà. Mais ça, c'est un autre business. Donc, c'est ça. Donc mais voilà. Le fait de le coudre dedans, c'est pas à l'atelier. Si, ça, ils vont le coudre dedans. Okay. Mais la production même des étiquettes, c'est à Bruxelles. T'as pas ton t-shirt ne se balade pas partout, quoi. Okay. Non, vraiment, on va tout amener. Juste, t'as l'étape de confection, puis après 4ème dimension, puis après il va chez le consommateur, quoi. Top. Chez le lucide, c'est ça qu'on les appelle. Top. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ? C'est une très très bonne question. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Je pense qu'il y a le challenge entrepreneurial déjà, dans tous les cas, on va pas se mentir. C'est quand même très excitant, très éreintant, mais très excitant. Encore là, je suis vraiment au tout début du projet, donc je vais pas parler comme si j'avais de l'expérience et que je suis fatigué. Mais voilà, c'est hyper excitant de monter un truc et j'apprends énormément. Des trucs qui j'espère me seront utiles, mais rien que de l'organisation. Je suis pas un mec organisé à la base, et là j'utilise ces trucs des logiciels d'organisation, etc. Enfin, vraiment un truc très, très carré. Et aussi ça m'apprend à aller parler aux gens, à savoir pitcher, à essayer de mettre tes valeurs aussi dans ton discours, à pas être trop radical, parce que moi j'ai une tendance à être un peu trop ok, ça c'est la manière de faire, si tu fais pas de cette manière-là, ça veut dire que t'es un con. Et j'essaie d'avoir un discours un peu plus positif, parce que je pense que dans la communication aussi, ça doit être plus intéressant de partir c'est rare de convaincre quelqu'un quand tu commences par le traiter de con, tu vois. Ça c'est clair, ça va être plus compliqué, tu vas directement le braquer. Mais je peux tout à fait comprendre ce que tu veux dire quand tu dis que tu as tendance à être un peu radical ou un peu extrême ou quoi. C'est que voilà, c'est des choses qu'on vit fortement, parfois on en vit mal. C'est quand même pas compliqué, les gars. C'est ça, quoi. On est dans une société démocratique de débat, il faut accepter les choses. C'est en mettant de l'eau dans son vin et en faisant qu'on convainc le mieux. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que je suis content de t'avoir dans le podcast, parce que, une fois de plus, j'explique pourquoi. C'est le côté influacteur. Donc, nous, c'est les influacteurs qu'on reçoit. Ce sont les personnes qui, elles trouvent que ça va pas, etc., mais elles font quelque chose pour changer. Elle se bouge pour changer. Et c'est ça que j'apprécie. Tu pourrais très bien juste être, entre guillemets, un peu extrême, radical et dire il faut arrêter ceci ou il faut faire comme cela. Et l'industrie de la mode et de la confection, c'est dégueulasse. Et gna. Oui, ok, mais bon. Mais tu fais rien pour. Voilà, si tu fais rien pour, j'ai envie de dire, ferme-la. Enfin, gentiment, mais à un moment donné, c'est bon, les gars. Enfin, on est au courant. Donc, j'apprécie beaucoup le fait, justement, que tu es que tu sois lucide. Excellent. Et bien vu. Excellent. Il l'a utilisé, yes. donc voilà. Mais question suivante, du coup,
tu l'as dit toi-même, tu n'es pas spécialement organisé à la base, donc tu dois utiliser des logiciels. Et justement, l'entrepreneuriat, c'est quand même un truc, tu viens de le dire, qui demande beaucoup d'énergie. Alors oui, tu n'es pas le vieux briscard de l'entrepreneuriat, tu as 26 ans, tu commences, etc. Mais tu te rends compte de tout ce qu'il y a à faire. C'est quoi tes petits trucs? C'est un logiciel qui pourrait être intéressant pour d'autres ou autre chose. Hein. C'est vraiment basique, mais Trello. Trello, ah oui, ouais. Ouais. Les cartes, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Très Vraiment, je fais par. C'est typiquement, si les gens ne connaissent pas, c'est un outil en ligne où tu peux vraiment organiser ton travail par silo. Ouais. Et dépendamment de comment tu veux l'organiser, si tu veux mettre par département ou peut-être par time, enfin par temps, donc par mois, par semaine. T'as failli faire un anglicisme. J'ai failli. Par timeline, Ouais. ou pas Par timeline, ouais. Timeline, ouais. J'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme. Non, t'inquiète. Yes, c'est pas encore à ce point-là. Ouais. De l'eau, il n'y en aura plus. Mais ouais, c'est vraiment, tu peux vraiment bien organiser la manière dont tu veux travailler. Et là, typiquement, j'ai mis par mois des objectifs. Et puis, tu as une colonne future, donc tout ce qui me passe par la tête, je mets là. Et à un moment, je vais piocher dans la case future et je vais remettre dans ce que je dois faire actuellement. Et puis, j'ai 2 tableaux. J'ai un tableau plus sur une perspective, puis un tableau plus sur le quotidien, donc ce que je vais faire la journée. C'est un peu des to-do list, mais en mieux organisé, quoi. Oui, c'est ça. Mais Trello, très chouette. Ouais, vraiment chouette. Gratuit, Si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Pour les personnes qui sont très visuelles, c'est assez cool. Ouais. C'est très chouette à utiliser. Ouais. J'utilise ça avec un client avec qui je travaille. Eux, ils sont organisés avec Trello et du coup, ils m'ont remis dans la timeline, tu vois. Ils m'ont remis dans une de leurs activités. Ouais, tu peux aussi inviter des gens à participer. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que je connaissais pas et je trouve ça assez sympa, cette manière de faire. Mais ce que je voulais faire aussi, c'est avoir un Trello, donc toujours dans cette optique de transparence, avoir un Trello qui soit accessible aux consommateurs ou aux lucides, c'est comme ça que je les appelle du coup, sur le site web, et qui voient pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a prévu de faire, les choses qu'on a sur le feu, les choses qu'on a mis en pause, etc., pour être vraiment transparent sur aussi la démarche et sur le futur de la boîte. Et il y avait une chouette boîte qui s'appelle Tomorrow Bank. C'est une banque en ligne allemande qui font. C'est un peu le Newbie mais en ligne en fait. Ils étaient là largement avant Newbie du coup. Donc c'est une banque qui fait que des investissements durables, où tu es sûr l'argent que tu vas placer chez eux va pas être utilisé à des fins irresponsables, etc. Et t'as même un système de parrainage chaque fois que tu fais une transition bancaire, t'as une partie qui sauve une parcelle en Amazonie. Enfin, ils ont quand même pas mal de travail en dehors de simplement le système bancaire. T'as beaucoup de partenariats avec des associations, etc. Et eux, sur leur site, ils ont un Trello. Mais en allemand du coup, donc j'ai pas pigé grand chose, mais c'était vraiment pour que le client ou que la personne se rende compte de ce qu'ils sont en train de faire, donc vraiment en toute transparence. Donc, je trouve ça vraiment chouette de l'utiliser comme ça. C'est audacieux en tout cas. Ouais, c'est clair. Si tu devais nous recommander un livre ou une émission ou quoi, qu'est-ce que tu nous recommanderais? J'ai pas beaucoup lu dans ma vie, donc je vais te dire le livre que j'ai lu. Le Petit Prince. Ouais, c'est ça, Martine à la ferme, le 2, il est cool. Le 2, la suite. La suite, Martine. Le retour. Le retour. Non, il y a un livre, et j'en ai parlé à tous mes potes, donc ça va peut-être les saouler s'ils écoutent. C'est Made to Stick. Ah oui, des 2 frères, Chip et... c'est ça, hein. C'est des idées qui collent, c'est 2 frangins qui ont écrit ça. Hein. Ça se pourrait. Tu vois, je suis tellement nul que je sais même pas qui l'a écrit. Mais... Ok, ça je le mettrai. Oui, mais je vois très bien. Très chouette bouquin. Super chouette au niveau de la communication, du marketing, c'est incroyable. Pour vraiment faire un résumé, ils se sont dit, ben voilà, comment ça se fait qu'il y a des histoires que tu retiens de manière très précise et d'autres histoires que tu as oubliées 2 minutes après, et ils ont collecté un énorme panel d'études, etc., pour essayer de déterminer les critères qui font qu'une histoire reste dans ton esprit, et c'est typiquement les critères de la légende urbaine, ou ce genre de choses. D'ailleurs ça commence comme ça avec une légende. Imaginez-vous, vous êtes dans un bain, vous venez de vous réveiller, on vous a sorti vos organes, enfin voilà, et 2 minutes après c'est vrai que moi je me souvenais de l'histoire précisément avec le rein, on lui a piqué un rein, exactement. Comme quoi ça colle, hein, tu vois, c'est ça. Et ils arrivent à vraiment déterminer, si tu veux que ton message stick, donc soit présent dans l'esprit des gens, il faut qu'il respecte un certain nombre de critères. Donc ça, c'est vraiment un chouette livre. Terrible. Ça, je suis déjà d'accord avec toi. Je recommande ce livre. Je vais mettre le lien sur le site. Terrible bouquin. Ouais.
Et tu parlais de tes mémoires et tout. Bon, moi, je vais bientôt avoir 43 ans, donc c'est loin. Mais moi, j'ai fait mon mémoire justement sur tout ce qui était rumeurs, désinformation. Et du coup, les légendes urbaines, d'où ça vient, etc. Les légendes urbaines, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse très fort. Et aussi comment tu canalises les rumeurs, comment tu crées la désinformation, comment tu... Enfin bref. Tu dois t'amuser avec la désinformation pour l'instant. Pour le moment, c'est assez hard. Hein. Mais moi, comme je te dis, je suis pas vieux, mais 43 ans, c'est pré-réseaux sociaux. Ouais. Et donc, je pense même pas que j'aurais essayé de m'attaquer à ce mémoire actuellement. C'est clair, t'as tellement de trucs à parler. C'est un truc de fou. Mais c'est très intéressant de pouvoir décortiquer et tout, effectivement. Ce bouquin est venu bien plus tard. Hein. C'est un bouquin qui a été écrit il y a pas très longtemps. Hein. Mais tout stick, ça doit être quoi, 2012, 2013. Ouais, vraiment pas 10 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment super bien. Ouais. Vraiment chouette. Niveau podcast, je recommande Respect. Je sais pas si tu connais, c'est vraiment chouette. Je sais pas, il paraît que c'est sympa. Il paraît que c'est vraiment cool. Des chouettes gens qui sont invités. Non, sinon, on a parlé de Génération Do It Yourself. Très cool. Il y a The Good Good. Je sais pas si c'est plus focalisé sur développement durable et avec production durable surtout, donc au niveau de l'artisanat, au niveau de la mode, il y a beaucoup au niveau de la mode. Et c'est The Good Good. Le bon bien, quoi. C'est ça. Ouais. The Good Goods, pardon. C'est les bons biens. Ouais, c'est ça, les bons biens matériels. C'est ça. Ouais. Ils ont un blog qui est vraiment chouette et je vais aller voir, ça m'intéresse. Vraiment bien. Un très très bon contenu. Ils ont en anglais du coup. Non, en français. En français. Ouais. Okay. Ils ont parfois des épisodes en anglais, mais quand ils invitent, je sais pas, Nike, ils ont eu Nike l'autre jour qui est venu parler, etc. de leur programme durable. Non, c'était vraiment intéressant. C'est toujours. Au fait, pourquoi Jean réagit de la sorte, c'est parce qu'il voit que je me marre. C'est ça. Et il dit non, mais je te promets, il y a un truc. Non, mais attends, moi je suis prêt à le croire. Ouais. je demande que ça. Donc, mais vas-y, l'épisode. Très cool. Il venait de parler d'une je pense que c'était des chaussures entièrement recyclables. Donc chaque partie peut vraiment être recyclée, parce que c'est fait que dans un matériau. Et ils ont développé ça avec une autre boîte qui s'appelait Primaloft, qui développe des solutions innovantes et durables. Et évidemment, moi aussi, comme toi, j'étais un peu là, c'est bullshit, qu'est-ce qu'il va me raconter? Et ils peuvent se permettre, ils ont 99% de leurs trucs qui sont pas durables. S'ils mettent 1% dans une chaussure, ça devrait pas être trop compliqué pour eux. Ouais. Mais en même temps, t'es obligé de jouer avec ces acteurs-là, parce que ces acteurs-là vont rester. Là, bien sûr, c'est sûr. Donc t'es obligé de... toute façon, voilà, toute petite initiative est bonne à prendre. Donc... Ouais, bon, Nike, c'est Nike, quoi. C'est ça. Et c'est Nike. Je pense que c'est quand un prof de stratégie à Solvay a cité Nike comme exemple que Morgan s'est dit ok, moi c'est bon, je vais faire mes fringues durables et responsables. Allez, ciao les gars, quoi. C'est pas pour moi un modèle, mais attention, marque incroyable, beaucoup de respect pour la communication, ce qu'ils ont fait, etc. C'est un truc de fou. Mais c'est vrai que ça cadre pas spécialement avec les valeurs respect, quoi. Non, ça c'est sûr. Je sais pas si tu l'auras. Sauf si on avait la valeur cash, tu vois. Ouais, c'est ça. Cette partie-là, ils sont bons quand même. Mais sinon, pour émission, parce que je pense que tu as demandé pour émission aussi, une émission incroyable que tu connais d'office, Cash Investigation. Oui, bah oui. Avec Élise. Je suis amoureux d'Élise. Je pense que chaque CEO de grosse boîte voit Élise Lucet arriver, ils sont là, mais qu'est-ce que je vais prendre dans ma face? Parce qu'elle est tellement préparée, elle est acide, mais elle est juste, quoi. Et l'émission en tant que telle, c'est vrai que ça me fait marrer, moi. Ça me fait marrer. C'est parfois pathétique, mais ça me fait marrer quand tu la vois débarquer et que tu vois les mecs qui se cassent. Non, on n'a rien à dire. Qui ferment la porte, quoi, directement. Non, il n'y a personne. T'es là, frère. Tu vois juste, hop, tu refermes. Le jour où tu vois qu'elle vient sonner chez toi, c'est bon, tu fermes. Enfin, non, toi, comme tu es transparent, tu pourras ouvrir. Si elle vient chez moi, elle aura mieux à faire, je pense. Non, c'est clair. Ok, Cash Investigation. C'est la première fois qu'on me parle de ça, tiens. J'adore cette émission. Excellent. Je les avale. Ok, parfait. Je sais même pas, ça existe encore? Ils en font des nouveaux? Ouais. C'est juste, à mon avis, ça prend tellement de temps de préparation, puis qu'ils sont tellement calés sur l'information qu'ils ont, et même quand tu vois la structure du documentaire, ils arrivent à la fin. Donc, souvent, quand ils interviewent les CEO, ils ont déjà tous les arguments que les CEO pourraient prendre. Et ils ont déjà le contre-argument, donc c'est-à-dire qu'ils ont déjà un travail qu'ils ont réussi à prouver avant d'arriver chez le CEO. Donc le fil rouge doit être vraiment carré de chez carré, quoi. Il peut plus bullshiter, quoi. Non, il peut rien faire. Quand Élise est là, c'est fini, quoi. On salue Élise. Oui, si elle nous écoute. On va la taguer, peut-être qu'elle fera un signe. Parfait. Écoute, une citation. J'allais clôturer, mais une petite citation. Écoute, j'ai entendu qu'il y avait Michael Jackson qui avait été cité. Oui. Donc je me dis qu'on n'a pas besoin
philosophes ou de grandes personnes. Attention, Après Michael Jackson, c'est une grande personne. Tu vas vexer Jérémy Corron, Ouais, désolé. qui est Jérémy. peut-être le plus grand fan belge de Michael Jackson. Il a un fan club, non, c'est pas lui qui a lancé un fan club. C'est bien Michael possible. Jackson. C'est bien possible. Non, aussi un groupe, donc c'est un groupe de musique qui s'appelle Holy Holy. Donc H-O-L-Y. C'est pas un groupe très connu, mais très très bien, australien. Ok. Ils font de la très très bonne musique, je te recommande. Si Eh t'aimes ben, bien la j'irai musique. écouter. Vraiment très chouette. J'espère que c'est pas un sale coup, tu vois, comme les mecs qui ont été voir un film dégueulasse et puis qui te disent il faut absolument aller le voir, et tu prends ta place et tu vois un navet, tu fais ils m'ont eu. Non, là je t'avoue que c'est de la bonne musique. Ok. Enfin, ce que je considère moi comme de Parfait. la bonne musique. Mais ils ont une chanson où ils disent, ça va être en anglais, désolé, mais c'est The darkness is nothing but a lack of light. Ok. Donc tout ce qui est sombre, les ténèbres, ne sont seulement qu'un endroit où il manque de la lumière. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment un message positif pour dire que même là où une situation paraît désespérée et peut être prise de manière négative, il faut juste y amener un peu de lumière pour pouvoir rendre la situation plus positive, quoi. Ok. Donc voilà, ça c'est la citation. C'est ta citation. C'est de ça. Holy Holy. Holy Holy. Eh ben j'irai écouter. Très bon groupe. Parfait. On arrive à la fin. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Ah, me faire de la thune. Hein. À fond, il n'y a que ça. en fait, Que de la hein. thune. Ouais. C'est ça, il me Tout semble ça bien. c'est caché, c'est de la com, mais C'est ça, ouais. Non, Donc, on est bien d'accord que cette transparence, c'est bullshit. c'est ça. C'est Là ça. je suis transparent, je veux de la thune. Oui, c'est ça, voilà. Non, De la thune et encore de la thune. Oh, je ferais Ok, pas ça très si bien. je voulais de la thune, à mon avis. Et c'est là que tu fermes le podcast maintenant. Voilà, c'est fini. C'est fini, voilà. Je l'ai eu. J'ai fait mon Élise du 7. Élise du 7, exactement. Que tout fonctionne bien, qu'on réussisse à atteindre nos objectifs. Là, on a une production de 100 t-shirts qui arrive en octobre. Si ça fonctionne bien, on va ouvrir un crowdfunding à plus de personnes. Et si ça fonctionne bien, on a plein de visions pour l'avenir. On veut produire en chanvre, en lin belge, donc pour vraiment avoir une filière qui soit 100% belge et 100% locale. On veut pouvoir avoir un vestiaire qui soit le plus complet possible, donc pas seulement des t-shirts. Donc voilà, que tout ça se passe. En chanvre, quoi, c'est le t-shirt qui se fume à la fin, tu vois, c'est ça, totalement le recyclable. cliché du chanvre. Mais je vais Non, visiter c'est ça. un champ de chanvre Mais vendredi il y en a prochain. beaucoup, c'est très développé en Belgique. Hein. Ouais, il y a 100 ans, avant que le coton débarque, tous les vêtements étaient produits en chanvre et en lin, plus en lin d'ailleurs. Ouais. Et la Belgique et la France étaient les premiers producteurs mondiaux. Donc c'est juste que, évidemment, on a été dépassé par le coton, qui est une matière incroyable, mais qui implique tout ce dont on a parlé avant. Eh ben, on va remplacer tous les si que tu as mis par des quand. Donc, quand tu auras réussi avec ça, quand tu auras fait un crowdfunding plus grand et quand tu auras été voir le champ, etc., eh ben, tu reviendras nous expliquer où tu en es. Inch'Allah. Et moi, je te souhaite énormément de succès parce que je trouve, de un, que ton projet est chouette. Je te trouve très sympa, souriant et dynamique. Donc, ça fait plaisir aussi d'avoir un influx acteur comme ça. Et ben voilà, donc je te souhaite tout le succès possible. Je répète comme d'habitude, à mon avis, les gens en ont marre de l'entendre, mais que je vais rédiger un petit article dans lequel je mettrai tous les liens parce qu'on a cité vraiment beaucoup de personnes et beaucoup de bouquins ou de marques, etc. Donc, moi, je vais réécouter, renoter tout et faciliter le travail pour vous, chers auditeurs. Et je vous dis au revoir. Je te dis au revoir, Jean. Un grand merci à toi, en tout cas, c'était très sympa. Avec beaucoup de plaisir. Au revoir et à bientôt. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.